Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Cinégamers et cinégameuses, bienvenue dans ce nouveau Multifocus, le 14.1. Je suis le Doc et je suis aujourd'hui entouré, non pas de chapeaux, mais de Lia. Bonsoir Lia. Eh oui, c'est moi, je suis là. Coucou. Elle est de retour avec nous, donc pour ce format court, où nous allons parler, juste après quelques news, on va parler des Mondes de Ralph, le film de chez Disney. Et puis ensuite, tu nous feras, Lia, un petit Kezako, tu vas reprendre, tu vas piquer, il te l'a offert généreusement, la rubrique de chapeau, le Kezako, justement, et tu vas nous parler d'un métier qui est aussi bien dans le cinéma d'animation que dans le jeu vidéo. C'est bien ça ? Oui, parce que c'est important de savoir que ce genre de métier, ça se recoupe quand même. Exactement. Mine et alors, de rien. Pourquoi donc ? Parce que nous allons faire notre mois de mars 2018, donc nos émissions 14 points quelque chose, seront justement sur le rapport, comment le cinéma voit le jeu vidéo et inversement. Donc on va faire quelques films anciens, puis à la fin du mois, donc la grosse émission sera consacrée entre autres au film, à la critique du film de Steven Spielberg, s'il vous plaît, qui est Ready Player One, qui va donc sortir toute fin du mois, donc on fera la critique et puis on aura un petit débat animé là-dessus. Voilà. On attaque tout de suite par les news. Allons-y. De cette émission 14.1, allons-y. Alors, les news, elles sont pas très... La première, elle est pas gaie, je suis désolé, mais je ne pouvais pas faire autrement. Moment larmichette. Voilà, c'est le moment larmichette. On a appris il y a quelques jours le décès de Stephen Hawking, le grand astrophysicien, l'immense astrophysicien qui était dans son fauteuil, qui est décédé malheureusement de sa maladie, la maladie de Charcot. Maladie neurodégénérative, à savoir que quand même ce brave homme, cette maladie s'est déclarée, il avait une vingtaine d'années et on lui donnait quelques années à vivre. Il est quand même mort à 76 ans, je crois, donc il a c'est défié. plutôt respectable. Voilà, puis il a défié quand même toutes les lois de la nature là-dessus. Donc on le remercie, on le félicite de loin s'il nous regarde. Alors pourquoi on va parler de la mort de Stephen Hawking, enfin surtout de Stephen Hawking de son vivant, parce que tout simplement déjà il était grand geek et puis il avait fait pas mal d'apparitions dans des séries télé, notamment dans Big Bang Theory. Les Simpsons. Pardon. Les Simpsons aussi. Alors dans Big Bang Theory, il était apparu dans 2 épisodes et puis ils arrêtaient pas de parler de Stephen Hawking. Et puis effectivement, il est apparu dans quelques épisodes des Simpsons, donc sous la forme d'un dessin, bien évidemment. Mais c'est lui qui doublait, je crois. Enfin, par rapport à sa voix synthétique. Oui, ils font toujours ça, ouais. Et puis il était apparu aussi dans Star Trek Next Generation avec le commandant Picard, je sais plus ce qu'il était, enfin bref, le capitaine Picard, voilà, capitaine Picard. Il faisait donc l'ami Hawking faisait le lieutenant-commandeur Data, voilà. Et alors autre chose aussi, par rapport à ses recherches, il y avait eu un documentaire en 1991 qui s'appelait A Brief History of Time, un documentaire réalisé par Errol Morris, qui raconte justement ses théories sur une brève histoire du temps, qui sont une vulgarisation de ces théories astrophysiques. Et le documentaire est vachement accessible quand même. Alors bon, faut pas regarder ça en lisant Twitter, mais j'imagine qu'il faut un peu se concentrer, quoi. Faut un minimum se concentrer, mais c'est quand même vachement accessible à tout le monde. Et en plus, c'est hyper intéressant et ça nous fait remonter, des questions, ça nous fait reposer des questions et voilà, nous remettre en cause par rapport au monde dans lequel on vit. Et c'est assez déroutant et c'est super sympa. Enfin, super sympa, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais enfin, voilà. Et puis il y avait... Ouais. Du coup, il est toujours d'actualité, ce documentaire, malgré l'âge qu'il a ?
bah 91, oui, il est toujours d'actualité et je te dis, ça fait surtout poser des questions et puis justement par rapport au trou noir, par rapport à tout ça, enfin le temps, est-ce que c'est une notion humaine, est-ce que c'est une notion universelle, quand je dis universelle, dans l'univers ou pas, comment, etc. Voilà. Puisque notamment ces travaux ont aidé à faire entre autres Interstellar de Nolan. Oui, parce que c'est quand même quelque chose d'important pour ce film-là. Oui, bien sûr. Donc c'est une des sources d'inspiration, voilà. Et puis il y a eu un film biographique sur la vie justement de Stephen Hawking, de son vivant, puisque c'était une merveilleuse histoire du temps. En anglais, The Theory of Everything, s'il vous plaît, de 2014, qui a valu l'Oscar du meilleur acteur à Eddie Redmayne, qui est l'acteur des créatures la suite de Harry Potter, là, les créatures fantastiques. Voilà. Les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques. Donc c'est lui qui a eu l'Oscar du meilleur acteur parce qu'il a joué justement le rôle de Stephen Hawking dans ce film biographique que je vous encourage à voir. Il est très très bon. Et alors Eddie Redmayne est absolument incroyable dans ce rôle, donc je vous encourage fortement à le voir. Voilà pour Monsieur Hawking. Lia, de quoi veux-tu nous parler dans les news ? Moi, je vais vous parler enfin, je sais pas comment dire ça en fait. C'est un travail qui s'appelle le mash-up. Alors, en fait, c'est un espèce d'art qui consiste à mélanger des œuvres, que ce soit vidéo, audio ou photo, enfin faire des montages en fait de différentes œuvres différentes pour en faire un truc complètement original. D'accord, des mélanges. C'est ça, par exemple mettre Darth Vader, Tony Montana, Vito Corleone ou Terminator dans la même boîte de nuit. Genre, c'est D'accord. ça. Ça, c'est du mashup. Bien sûr. Et, effectivement. Non, mais franchement, c'est vachement intéressant parce que du coup, c'est quelque chose qui arrive vachement en phare, puisque maintenant, on a un mashup film festival qui se passe en France. Pourquoi tu voulais nous en parler ? Oui, à un moment, je suis aussi. Donc, il commence aujourd'hui, le 15 mars, jusqu'au 19 avril. C'est et sur Internet et sur des grandes villes comme en Île-de-France, à Marseille, à Lyon ou à Amsterdam. D'accord. Avec des projections, des ateliers et des conférences autour de cette culture pop un peu déjantée. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui on connaît pas forcément si on n'est pas des internet addicts. Mais c'est hyper répandu en fait. Et par exemple, pour la petite anecdote, je dis anecdote et pas anecdote. Attention, j'ai déposé le nom. Oui, non, je sais, t'inquiète pas, c'est ton truc. En fait, il y a un film qui est sorti l'année dernière, donc un film de mashup qui dure 10 minutes, qui est sorti sur YouTube. Il a fait plus de 30 millions de vues, ce film, ce qui en fait le film le plus vu de l'année dernière. Il a dépassé tous les films au cinéma français et donc sur Internet. Ouais. Mais enfin voilà, je trouve ça super parce que du coup, c'est vraiment une réappropriation de plein de choses qu'on connaît pour en faire une nouvelle histoire. Et les 2/3 du temps, voire les 3/4, voire les 4/5, voire à chaque fois, c'est de la blague, c'est quelque chose de drôle, c'est une parodie et ça se regarde avec plaisir. Donc, en plus, ce qui est cool, c'est que ce festival, c'est un festival participatif. Donc, si par exemple vous avez fait une photo où vous avez mis, je sais pas, bref, je vais pas proposer des trucs parce que ce qui vient en tête, c'est qu'il faut pas le proposer. Mais si vous avez fait des montages photos complètement absurdes entre deux personnages de film, par exemple, vous pouvez leur envoyer. Et si vous êtes vraiment très bon, vous pouvez avoir des prix comme des places pour les projections tout autour de l'Hexagone ou autres petits prix rigolos et sympathiques. D'accord. Ah bah écoute, c'est très sympa tout ça, c'est effectivement participatif. Moi ça me fait penser justement au film de 93 qui avait été produit par Canal, qui s'appelait La classe américaine, le grand détournement. Justement c'était un mash-up aussi, c'était réalisé par Michel Hazanavicius, le frère de Serge qui avait fait OSS 117.
Et c'est justement des mélanges de films des années entre les années 40 et les années 80, et ça raconte toute une histoire. Il y a John Wayne, Orson Welles, Robert Redford, Paul Newman, Elvis Presley, Dustin Hoffman, enfin bref, il y a plein de gens comme ça du coup, mais pris dans des films, et il y a toute une histoire, et c'est à crever de rire avec le fameux John Wayne, et il s'appelle George Abitbol, et voilà, enfin bref, c'est très très drôle. C'est super, hein, c'est super. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que du coup, ça fait redécouvrir des choses que tu avais un peu oubliées, en fait. C'est ça qui est top, en fait. Enfin, je trouve ça super cool. Donc, je vous invite à ne serait-ce que regarder les bandes annonces qu'on peut trouver sur Internet de ce festival. C'est vraiment super. D'accord, donc c'est le Mashup Festival, French Festival, non ? Mashup Film Festival 2018, du coup, puisqu'il existe depuis 2011, mais qu'il était un peu caché. Bon, et ben on mettra les liens dans les notes de l'émission. Voilà. Youpi. Et moi j'aimerais revenir rapido sur les Oscars, les non-Oscars. Ah bah oui. 2018. Eh ben oui, parce que on avait quand même été, quand même lu un petit peu dans une bouboule de cristal, puisque les. C'était facile. Oui, c'était facile, mais bon. Guillermo del Toro a eu le meilleur réalisateur. La Forme de l'eau a eu le meilleur film. Là, sur le coup, je suis pas super d'accord. Enfin bref, bon, pour moi, ça se discute. Il y avait peut-être d'autres films disons, à récompenser, des films peut-être un peu plus indépendants, un peu plus osés, un peu plus pouillus. Voilà. Bon, après, j'aime beaucoup La Forme de l'eau. Hein. C'est vraiment un film que j'ai adoré, mais de là, est-ce qu'il est un Oscar ? Guillermo, je veux bien. Le film, je sais pas. Après, moi, l'Oscar qui me perturbe le plus sur ce film, ça restera la musique. Hein. Pour avoir revu le film, elle est pas si bien que ça. La musique, le thème est bien, mais bon, on va pas refaire l'émission, la dernière émission, mais pardon. Voilà, pour moi, il y avait un petit côté, la musique est très bien, mais il y avait un petit côté quand même Amélie Poulain. Bref, c'est mon avis. Voilà, Blade Runner 2049, meilleure photo avec Roger Deakins, meilleur directeur photo. Voilà. Bref, il y a eu plein de choses sur lesquelles. Gary Oldman, on avait dit que c'était un rôle à Oscar, il l'a eu. D'ailleurs, il nous remercie. Hein. Il m'a envoyé un petit texto. C'est un petit peu grâce à vous. Merci. Voilà. Non, puis moi, je voulais aussi revenir très rapidement sur une catégorie qu'on oublie assez souvent. C'est la catégorie des courts-métrages. Et là, cette année, c'est le court-métrage Dear Basketball de Glenn Keane, Kobe Bryant et John Williams. Alors oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, donc Glenn Keane, grand animateur et réalisateur aussi, enfin directeur d'animation et réalisateur entre autres il a animé Pocahontas, La Petite Sirène, etc. C'est lui qui a créé ces personnages-là. Et puis il avait réalisé Tangled, Réponse. Et puis voilà. Enfin bref, c'est un dieu vivant de l'animation. Kobe Bryant, un dieu vivant aussi du basketball, qui lui a écrit donc le film, qui est une lettre d'amour au basket. Et puis John Williams. Besoin d'expliquer John Williams, Star Wars, la musique de Star Wars entre autres, enfin bref, juste voilà. Comme ça, quoi. Et le court-métrage est absolument génial. Alors il est disponible sur YouTube, je pense, enfin voilà, on peut le voir, je sais pas si c'est très légal ou pas, mais enfin bon, on peut le voir. C'est un court-métrage absolument magnifique, un peu encrayonné, enfin c'est vraiment incroyable, et ça m'étonne pas qu'il ait eu l'Oscar du court-métrage. C'est vrai que à l'œil, il était vraiment très très beau à regarder. Ouais, c'est vraiment très très bien. Il y a une technique absolument dingue. Voilà. Puis si vous pouvez voir d'autres courts-métrages de Glenn Keane, notamment Duets, qui est bref. On sent le fan. Voilà. Donc. Mention spéciale donc pour ce court-métrage qui a eu l'Oscar. Dear Basketball, bien évidemment, on vous laissera tous les liens sur les notes de l'émission. On a terminé avec ces news. Je vais donc vous faire un petit rétrofocus sur les mondes de Ralph.
Alors, Les Mondes de Ralph. Alors, c'est le 52e film des studios Disney, réalisé par Rich Moore. Alors, Rich Moore, c'est pas un inconnu qui sort du chapeau. En fait, il a réalisé des épisodes notamment des Simpsons et de Futurama. Donc, Pas du tout thématique. Hein. Non, c'est pas du tout thématique. Donc voilà, il est quand même dans l'humour, dans les clins d'œil, etc. Et donc le film, il est sorti en 2012. Je vais vous faire un rapide synopsis pour ceux qui ont oublié ou n'ont pas vu le film. Il en existe dans la salle, j'en connais. Alors, je t'écoute avec passion. Et ça me fait plaisir. Alors, ça se passe en fait dans une salle d'arcade. Ralph Lacasse, c'est le nom du héros. C'est le héros mal aimé d'un jeu des années 80. Donc dans une borne d'arcade, et son rôle est assez simple, il casse tout. Pourtant, il rêve que d'une chose, être aimé de tous. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, sur une autre borne d'arcade, dans un jeu de course, il y a Vanellope van Schwitz, un jeu de course très comment ça s'appelle, Mario Kart mélangé avec Candy Crush, hein, donc comme ça avec des bonbons de partout. Attends, quoi ? Mario Kart et Candy Crush ? Voilà, oui, un mélange entre les deux. Donc les bonbons sur les cartes, etc. D'accord. Voilà, plein de sucreries. Et donc elle, Vanellope, c'est en fait une erreur de programme. On l'appelle le glitch en anglais, l'anomalie. Et donc elle est interdite de course et elle est rejetée de tous. Et donc ces deux personnages vont quand même se croiser. Et Ralph va justement bousculer les règles et voyager à travers les différents mondes de la salle d'arcade pour atteindre son but, prouver qu'il peut devenir un héros et être aimé de tous. Et Vanellope, elle, veut faire la course pour rentrer, pour être dans le jeu et être un personnage du jeu. Voilà, donc arriveront-ils à atteindre leurs rêves ? Voilà, donc en fait, en gros, là je vous ai un peu paraphrasé le résumé, mais... Après c'est un Disney, hein, enfin genre... Alors oui, c'est un Disney. Voilà, c'est ça. On se doute un petit peu de ce qui va se passer, hein, on est d'accord, mais c'est vrai que donc tout se passe dans une salle d'arcade. Les personnages se retrouvent une fois que pour moi il y a un côté un petit peu Toy Story mais version jeu vidéo, c'est-à-dire qu'une fois que les enfants sont sortis de la salle d'arcade, une fois que voilà la salle d'arcade est fermée, tous les personnages de jeux vidéo se retrouvent. Ils se boivent une bière exactement, ils se boivent une bière, ils se retrouvent dans une multiprise où toutes les bornes d'arcade sont branchées. Et ça fait un peu comme une gare centrale, en fait, on rentre dans le jeu, dans les bornes d'arcade et dans ces multiprises, et c'est assez rigolo, du coup, et on voit tous les personnages donc de cette salle d'arcade, et on croise des références de jeux vidéo partout, donc il y en a plein qui sont cachés, je vous ferai un petit listing tout à l'heure, mais donc c'est assez rigolo parce qu'ils passent par les câbles comme si c'était par les câbles électriques, comme si c'était des trains, donc ou des métros, donc c'est assez bien vu de ce point de vue là, et ils peuvent aller de jeu en jeu, mais ce qu'il faut c'est que quand le matin arrive et quand la salle d'arcade s'ouvre, que tout le monde soit dans sa borne d'arcade et joue normalement, quoi. Mais bon, comme dans Toy Story, il va se passer des choses où, voilà, on va voir les personnages là où ils devraient pas être, etc. Bref, je vais essayer de pas trop spoiler quand même, bon, même si, comme tu dis, Ilia, c'est un Disney. Oui, à un moment, le spoil, tu l'as dit en disant le film Disney. Voilà. Mais déjà, alors le fait que le héros soit le méchant d'un jeu, parce que Ralph il ressemble un petit peu, c'est un petit peu le côté Donkey Kong dans le premier jeu Donkey Kong où il est au-dessus avec Mario qui doit grimper des échelles, enfin des échafaudages pour aller sauver la princesse. Ouais. Donc voilà, c'est le méchant, et la première séquence elle est très drôle parce que c'est une séquence qui se passe dans une salle avec que des méchants, et c'est un peu les méchants anonymes comme les alcooliques anonymes, et
et genre ils en ont marre. Moi, je suis méchant, mais j'en peux plus. Je suis pas reconnu. On m'aime pas, etc. Et tous les autres disent mais non, il faut s'accepter tel qu'on est, etc. Accepter ta condition de méchant. Oui, t'es un gentil, mais qui doit jouer un rôle de méchant, etc. Donc c'est un petit peu la quête de Ralph qui va faire tout au long du film. C'est vraiment l'acceptation de soi en tant que méchant, en tant que son rôle social, entre guillemets, dans le jeu, qui va bien évidemment accéder, auquel il va accéder, etc. Mais il y a un côté psychanalyse du méchant, et je trouve ça assez sympa de voir ça sous cet angle, en fait. Et on s'aperçoit en fait que dans le film, les méchants du film, c'est finalement les gentils. Les gentils sont pas si gentils que ça avec les méchants. Je sais pas si je me fais bien comprendre, c'est un petit peu tricoté, mais voilà. Non, mais ça, ouais, je crois que je comprends ce que tu veux dire, mais du coup, c'est un peu facile en fait. Oui, après, on est d'accord, c'est un film d'animation, ça s'adresse aux enfants et aux parents avec des références geeks. Donc, d'accord. Voilà. Nous, quoi. On est là-dedans. Mais bon, puis comme on l'a dit, c'est un Disney, tout va rentrer dans l'ordre, les gentils seront gentils et les méchants seront des gentils, mais qui font des rôles de méchants, mais tout le monde est heureux à la fin. Voilà. Ok. Mais je trouve le côté psychanalyse du méchant assez sympa. Alors, il y a de très très bonnes idées dans ce film. Donc, comme je vous disais, l'histoire de prise de courant, de multiprise pour faire un peu comme une gare ou voilà une grosse station de métro, un peu gros changement, genre nation, mais vers de courant. Il y a les histoires aussi des personnages, parce que du coup toutes les bornes d'arcade se mélangent, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des jeux des années 80 comme le jeu dont est extrait Ralph, donc avec des animations très saccadées, etc. Et en même temps, ça côtoie des jeux HD comme le jeu dans lequel ils vont aller, un des jeux dans lequel ils vont aller qui est un jeu de tir à la première personne avec des commandos, avec une armée suréquipée, très futuriste, etc. Où les personnages sont en HD. Donc en haute définition, donc on a vraiment ces contrastes un peu entre les jeux qui est vraiment, je trouve, vachement bien faite. Et puis au niveau des histoires des personnages, leurs histoires dans le jeu sont leurs histoires personnelles, donc comme celle de la générale d'armée du jeu justement Heroes Duty, je crois, je sais plus quel est le nom du jeu vidéo là, de la première personne à la première personne, mais elle s'appelle le colonel Kaloun, et en fait elle a eu un mariage raté. Il y a un extraterrestre qui est venu, un insecte extraterrestre qui est venu pendant son mariage et qui a tué son futur mari, et c'est comme ça qu'elle est devenue complètement avide de tuer ses bestioles, et c'est son but dans le jeu, quoi. Voilà. Mais c'est quoi ça? Non, mais c'est assez drôle du coup. Voilà, puis bon, ça va faire des histoires d'amour, etc. Et puis bien évidemment, les excellentes idées, elles viennent aussi de toutes les références. Il y a des références bien évidemment aux jeux vidéo, mais il y a aussi des références aux films. Il y a des références à Alien, il y a des références à Batman, voilà, de Tim Burton. Il y a des références à, vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, voilà, je vais m'attarder un petit peu plus sur le jeu vidéo. Il y a même des références littéraires aussi avec Alice au pays des merveilles, parce qu'on passe en gros de l'autre côté du miroir. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis au Magicien d'Oz aussi, bref, avec la chanson. Ça s'arrête jamais en fait. Ah ouais, non, mais il y en a, mais toutes les 3 minutes, il y a au moins une référence, donc c'est assez dingue. Donc je disais justement, au niveau du jeu vidéo, on a donc c'est le Toy Story du jeu vidéo. Donc dans Toy Story, il y a beaucoup de références aussi, mais là, au niveau du design des personnages, comme je vous disais, et puis des animations, les personnages, par exemple, donc des années 80 sont avec des animations saccadées, avec ils ont des têtes carrées, des membres, les doigts de Ralph par exemple sont assez carrés, sont assez parallélépipédiques, alors que les personnages de HD sont hyper bien définis. Alors on sent que c'était juste après Réponse, parce que justement la colonelle Kaloun là, elle ressemble un peu à Réponse, mais version badass. Réponse, donc, elle est badass, ok. De quoi ?
Réponse, Non, mais elle est badass. Réponse, elle est badass, on est d'accord. Mais là, c'est vraiment militaire badass, voilà, enfin, avec une tête vraiment limite à la Clint Eastwood, mais bon, c'est un mélange Oula. entre Clint Eastwood et Réponse, c'est assez rigolo. C'est étrange, ça me fait C'est peur ce que étrange. tu dis. Non, mais les designs sont vraiment assez dingues. Alors il y a aussi des notions d'easter eggs. Alors les easter eggs, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple des niveaux cachés, c'est voilà ce genre de choses. Des petits bonus. Voilà des petits bonus. Et là il y a la caverne, il y a une caverne cachée dans lequel se réfugie Vanellope et puis Ralph. Donc c'est la maison de Vanellope, puisqu'elle est un peu paria, elle est voilà, puisqu'elle n'est pas reliée au jeu. Enfin en tout cas, elle est mise à part. Après, on verra pourquoi dans le film. Et donc elle habite dans cette caverne qui est, elle dit, on dirait un niveau qui est pas fini, etc. Mais c'est un niveau caché, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment la notion d'easter eggs qui est notée là. Il y a aussi la notion de cheat code. Cheat code, donc ça, c'est des trucs qu'on va rentrer notamment dans les consoles, des codes. Alors le Code fameux triche. cheat code OO, baba, gauche, droite, AB, start. C'est quoi ça C'est le cheat code emblématique de beaucoup de jeux, et je crois qu'au début ça a commencé sur... J'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas c'était sur la NES. 8 bits, donc la toute première, voilà, la NES. Genre, même à ce niveau-là, ils se sont dit, c'est bon, les mecs, ils vont être nuls, on va leur donner un petit truc pour les aider un petit peu. Pas loin, mais en tout cas, au moins, voilà, ça fait... parce que des cheat codes, il y en a de partout maintenant, mais c'est surtout que c'est le cheat code, on va dire, emblématique, donc ça donne des... un repère pour les jeunes, et en même temps pour les parents qui, s'ils ont un peu joué aux jeux vidéo, ils connaissent ce cheat code, enfin voilà, ils en ont entendu parler, et en tout cas c'est des références geeks, et là on se dit, voilà, j'ai ma petite référence, etc., c'est rigolo, et ils ont pris celui-là, donc ils se sont renseignés, ils n'ont pas fait un cheat code à la noix, voilà, donc je trouve que c'est bien vu aussi de ce point de vue-là. Et en plus, le cheat code permet de rentrer dans le code informatique, donc dans la matrice un petit peu du jeu. Et en plus, on voit un petit peu comment ça peut être fait, un jeu vidéo, avec tous les liens qu'il y a entre les différents personnages, les différents niveaux, les différents assets d'un jeu. Et visuellement, c'est une espèce de système nodal, donc avec des nœuds, des choses reliées entre elles. Donc c'est ouais, c'est pour ça que c'est très bien vu. Moi c'est un de mes préférés quand même dans les films d'animation, et notamment dans les Disney, parce que justement ils se sont vachement renseignés, et ils ont pas fait de l'à peu près, ils ont fait vraiment du très très précis et du très très bien vu. Alors c'est du Disney, c'est pas du Pixar, mais on a... Alors, c'est après la fusion, enfin après l'acquisition de Pixar par Disney, donc on sent quand même une petite influence de chez Pixar là-dedans, avec justement le souci du détail. Bon, ils ont déjà ça, quoi, que ça ait servi dans les deux sens. Il faut bien que ça marche dans les deux sens. Il y a énormément de références aux geeks aussi, bien évidemment. Il y a des choses justement qui sont pas laissées au hasard, encore une fois. Dans les personnages, dans les humains qui sont vus, on a le directeur de la salle d'arcade, mais on a aussi une petite fille qui joue aux différents jeux, donc aussi bien aux jeux au FPS super bourrin, mais aussi au jeu de Ralph, où il y a Ralph et son acolyte Félix Fix, qui lui répare, alors que j'en ai pas parlé, mais justement Ralph casse tout, et le but du jeu dans la bande d'arcade, c'est d'utiliser Félix Fix, qui a un marteau magique qui va réparer toutes les choses que Ralph casse, et à la fin on a une médaille, et justement c'est ce que Ralph veut. Donc là justement c'est cette fille humaine qui va jouer à ces différents jeux et aux jeux de karting. Et, c'est rigolo qu'ils aient choisi une fille. Et ils ont choisi une fille. Alors elle a un peu un archétype geek, genre des grosses lunettes, etc. Mais c'est quand même une nana, quoi. Enfin une fille qui joue à ça. Donc je trouvais ça bien vu aussi.
Et puis ça traite aussi, alors là d'un point de vue un peu plus sérieux, si on accède à un deuxième, troisième niveau de lecture, on est dans ça traite du rejet, du harcèlement, de la différence, de l'acceptation de la colère, etc. En gros, ce que vivent ou ce qu'ont vécu les geeks. De toute époque en fait. Donc c'est assez... Je trouve ça bien vu. Je vais pas rentrer dans le côté psychanalytique du truc parce que voilà, après on voit ou on voit pas ce côté-là, mais enfin en tout cas je trouve qu'il y est justement, puisque la petite Vanellope qui est rejetée par les autres, elle est rejetée par les autres conducteurs de cartes par exemple, qui la foutent vraiment à l'écart et elle construit un karting et les autres joueurs disent mais non mais de toute façon tu fais pas partie de notre monde, donc et ils lui détruisent son kart, gentil. Voilà, c'est pas gentil, mais c'est un peu le côté les geeks qui se sont fait taper à la récré, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Donc il y a ce truc-là. Ça. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, je trouve ça bien vu et en même temps très, très discret et très sous-jacent. Donc voilà. C'est cool. Hein. C'est cool. Ouais, vraiment, ce film d'animation est cool. Alors, je vais vous faire, pour terminer, une petite... Alors, en mode super rapido, les références au jeu et au film. Alors, je vous la fais courte, mais je vais vous la faire intense. On a du Donkey Kong... puisque Ralph est habillé avec une salopette, une casquette, etc. Il détruit, il monte sur des structures pour détruire tout. Donc là, c'est justement le jeu dont je vous parlais tout à l'heure. On a Q*bert aussi, qui est un très très vieux jeu emblématique avec une espèce de petite bébête avec une grosse trompe, une bête orange avec une grosse trompe qui parle très bizarrement. Donc ceux qui connaissent le jeu verront toutes les références. On a du Pac-Man, puisque le meneur des méchants anonymes, c'est Clyde, un des fantômes de Pac-Man. Et puis la salle de réunion, c'est la salle centrale du labyrinthe de Pac-Man, donc c'est assez rigolo. On a un vieux jeu aussi qui s'appelle Tapper, justement c'est un barman qui doit donner des bières à tout le monde, et c'est le bar dans lequel se réunissent pas mal de personnages de jeux vidéo. On a des personnages de Super Mario aussi, avec Bowser qui est un méchant aussi. On a des personnages de Street Fighter, on a Sonic, on a des références à Metal Gear Solid, à Paperboy, à Pong, aussi Zelda, Mortal Kombat, Diablo, Donjons et Dragons, Call of Duty, Tomb Raider, enfin bref, ça va même jusqu'à faire apparaître sur un tag sur un mur la manette, le joystick emblématique de l'Atari 2600. On a la manette de la NES justement pour faire c'est le fameux Konami Code, OO, Baba, etc. Là, ce que je vous disais, c'est le fameux Konami Code. On a Final Fantasy, World of Warcraft, enfin bref, Mario Kart bien évidemment, puisque le jeu de karting Sugar Rush, c'est une copie de Mario Kart. On a du StarCraft, on a du Plants vs Zombies, enfin bref, voilà, on a plein de références comme ça, et des personnages qu'on voit, d'un coup on voit passer, à un moment on voit Chun-Li de Street Fighter 2 qui discute avec la princesse Peach et Daisy dans la gare centrale. Mais c'est vraiment, faut faire pause pour regarder ou être vraiment attentif à tous les personnages, enfin c'est assez sympa. Et on a des références geeks par rapport au cinéma, alors on a des références à Star Wars, on a des références à Alien, à Tron, donc le magicien d'Oz, ça je vous en avais parlé, Men in Black, Lara Croft, Mickey, Wall-E, Toy Story, Retour vers le futur, Matrix, Batman, enfin bref, et puis quelques placements de produits de geeks, genre Oreo, les biscuits, Nesquik, Coca-Cola, puisqu'à un moment ils font justement encore un truc de geek, ils font il y a toute une interaction entre les Mentos et le Coca-Cola qui explose, etc.
Donc c'est assez... et c'est ça, c'était vraiment un truc qui avait tourné à un moment sur YouTube, des expériences comme ça, et c'était les geeks qui le faisaient, entre autres. Je parle de ça, mais en même temps, hein, je suis un geek totalement assumé. L'IA, je crois que toi aussi... Je me sens pas du tout concernée. Tu ne te sens pas du tout concerné, on est d'accord ? Ouais, Il y a les restos Subway, enfin bref, voilà, vous voyez bien qu'il y a quand même énormément de références, donc aussi bien pour les petits que pour les grands. Donc c'est pour ça que je trouve ce film vraiment, vraiment super bien. Et vraiment, si vous avez quelques films à voir d'animation et que vous n'êtes pas très fan, je m'adresse, je ne sais pas, peut-être une personne en particulier, ce serait Les Mondes de Ralph. Voilà, même si c'est le côté Disney, comme on disait, un petit peu trop lissé, un petit peu gentillet sur la fin, mais en tout cas, c'est vachement sympa. Voilà. Mais écoute, je me ferai peut-être l'effort de le regarder. Eh ben, j'espère. Peut-être. Ça me ferait plaisir. Okay. Ça me ferait plaisir. Et puis, il y a une légende dans le film d'un méchant qui s'appelle Turbo, qui serait juste... pas bien, etc. Enfin bref, voilà, j'en dévoile pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais on entend parler de Turbo au début du film, et puis c'est en fait au milieu qu'on commence à savoir qui était ce Turbo et qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse légende. Donc voilà, je trouve, au niveau du scénario, je trouve ça aussi bien foutu, voilà, vraiment bien fait. Et puis en plus, ça commence à avoir une actualité, ce film, parce que même s'il est de 2012, en janvier prochain, fin janvier 2019, il va y avoir Ralph sur Internet, Ralph 2.0, donc la suite des mondes de Ralph, qui va sortir au cinéma. Et on a eu le premier trailer il y a quelques jours, et c'est vrai qu'il est assez drôle. Enfin voilà, il y a des choses qui sont très drôles. Moi, je l'ai vu 3 fois, et à chaque fois j'ai ri au même moment, avec l'histoire le jeu avec les chats. C'est voilà, les chatons qui mangent des pancakes et des milkshakes. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce, je vous encourage à la voir. C'est voilà, ça me fait rire à chaque fois. Ralph 2.0, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que là, il est dans le premier, dans les mondes de Ralph, ils sont entre guillemets en réseau local, puisqu'ils sont dans la salle d'arcade et ils ne bougent pas de la salle d'arcade. Et là, en fait, le directeur de la salle d'arcade va brancher la salle d'arcade sur Internet, et donc Ralph et Vanellope vont s'échapper sur Internet. Donc vous imaginez bien le bordel que ça risque de donner. Cool. Voilà, donc j'espère qu'il sera aussi bien que le premier. Voilà, j'ai fini de vous saouler avec les mondes de Ralph. Mais en tout cas, je vous encourage à le voir. Donc vous voyez comment le film d'animation voit le jeu vidéo, pas forcément comme quelque chose de pas bien, mais justement comme quelque chose de d'intéressant. Ils se sont appropriés le jeu vidéo, et j'ai trouvé ça vachement bien, justement, la manière dont ils se sont appropriés le jeu vidéo, qui pourtant peut être un ennemi du film. Par rapport aux médias. Mais non, faut pas dire ça. J'ai dit qui peut. Pour certaines personnes, ils disent que, voilà, ça peut... les jeunes passent peut-être plus de temps à faire du jeu vidéo que à regarder des films. Bref. Avec Netflix, c'est faux maintenant. Excuse-moi, ne rentre pas là-dedans. Ne rentre pas là-dedans. On va pas rentrer dans la polémique, on en parlera justement, peut-être très certainement dans la discussion de la grosse émission en fin de mois. Voilà pour les mondes de Ralph. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas sur les commentaires de l'émission, je vous dirai toute la liste des réseaux sociaux et des moyens de nous rejoindre et de nous communiquer vos émotions et vos commentaires. T'as vu, c'est vous, je commence à faire des belles phrases. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai assez parlé, le temps passe justement, j'ai largement parlé, donc maintenant ça va être à toi pour le Kezako. Alors le Kezako, la rubrique de chapeau, mais qui est transférée à l'IA. Oui. Temporairement, chapeau, je te la rends, t'inquiète pas. Non, mais il te la prête très gracieusement, il n'y a pas de problème. Alors, tu vas nous parler de quoi ? D'un métier, je crois. Exactement. En fait, pour ce mois-ci, je vais vous parler de métiers qui sont assez raccords entre le film et le jeu vidéo, puisque c'est notre thème. Et donc cette semaine, je vais vous parler de l'animateur.
Donc on D'accord. retrouve et dans le cinéma, que ce soit le cinéma d'animation ou le cinéma le cinéma réel, Ouais. ou et dans le jeu vidéo. Donc d'abord on va dire qu'est-ce que c'est qu'un animateur. Mais qu'est-ce qu'un animateur? Mais qu'est-ce que c'est qu'un animateur? Donc en fait pour parler d'animateur, je vais parler un peu d'un cas concret. Je veux dire par exemple un animateur qui doit animer un personnage. Alors, je vous parle d'un personnage parce que c'est plus cohérent, mais ça marche pareil pour que ce soit pour des objets, pour les décors ou pour n'importe quoi qui va bouger à l'écran. Et pour des bestioles, Donc, en fait, par exemple. Pour des bestioles, bien sûr. Enfin, en fait, voilà, je vais prendre le cas concret d'un personnage parce que vous comprendrez, mais ça marche pour tout. Et puis on a parlé d'un film d'animation juste avant, donc Exactement. Par exemple, il va le prendre Ralph. Qui va imaginons. être... Voilà, imaginons juste comme ça, je ne sais pas pourquoi, on va parler de Ralph. Voilà. Donc il va prendre Ralph qui va être construit par quelqu'un d'autre sur l'ordinateur. Et il va, en fait, sur Ralph, il va y avoir un squelette qui va être simplifié, ultra simplifié. Et l'animateur va en fait faire bouger ce squelette pour faire bouger le personnage et le faire vivre. Par exemple, Comme un marionnettiste. Exactement, il va prendre comme une marionnette, il va faire marcher en déplaçant les jambes, etc. pour que ça ressemble au mieux à ce que ça doit ressembler. Parce que si c'est un personnage qui marche comme un humain, il faut que ça marche comme un humain. Si c'est un animal, il faut que si ça marche à quatre pattes, il faut que ça marche à quatre pattes. Enfin, du coup, il va se baser sur des choses l'animateur va se baser sur des choses réelles pour animer ce personnage. Ouais. Donc ça, c'est le global. Après, quand l'animateur qu'on va retrouver dans le film, plus spécifiquement dans le film d'animation, parce que c'est quand même un peu dans le titre, hein. C'est ça. Donc, dans le film d'animation, l'animateur, il va prendre un plan. Donc, le plan 1. Dans le plan 1, le personnage va marcher il va traverser l'écran en marchant. Tout simplement. Donc, l'animateur, il va dire entre l'image 1 et l'image 30, le personnage va marcher. Donc, il va animer pour que le personnage marche de l'image 1 à l'image 30 le plus naturellement possible, en sachant que sa priorité, c'est que le personnage ne fasse pas faux. Et un personnage qui fait faux, c'est un personnage qui va pas trop bouger, qui va avoir les épaules fixes, qui va avoir des choses qui sont pas naturelles, qui n'existent pas dans la vraie vie. Alors après, ça dépend du type d'animation aussi, si c'est du après, cartoon bien ou sûr, quoi, ça, mais voilà. C'est toujours pareil. On va prendre un personnage humain qui marche. Réaliste. Voilà, un personnage humain qui marche réaliste. Il n'y a pas que les jambes qui bougent, il y a les épaules, il y a la tête, il y a la respiration, il y a tout ça. C'est des choses que nous, spectateurs, on se rend pas forcément compte. Mais en fait, c'est très très important. Et ça, tu le sais, hein, n'est-ce pas, le doc, toi qui travailles dans le cinéma d'animation, tu connais ce genre de choses. Moi, je fais l'étape qui est juste avant l'animation, voilà. mais c'est vrai que j'ai eu une petite formation d'animation aussi, enfin d'animateur. Donc oui, je vois très bien de quoi tu parles. Exactement. Et en fait, donc dans l'animation de film, donc il va animer de l'image 1 à l'image 30. Et puis le reste, il s'en fout. En même temps, ça n'est pas à l'image, ça n'est pas à l'écran. Mais dans le jeu vidéo, ça c'est mon domaine puisque j'y travaille. Comment ça se passe quand la personne qui joue pendant 5 heures? Est-ce que l'animateur il va animer pendant 5 heures? Bah non. Il est pas complètement fou. Et alors, comment ça se passe? Explique-nous. Comment ça se passe? Eh ben, on va faire des animations qui bouclent. C'est-à-dire, ça va être une animation très courte. Par exemple, ça va être une marche de 3 ou 4 pas. Et en fait, du coup, la personne peut la faire marcher pendant des heures et des heures. Comme ça arrive à boucler parce que ça a été bien pensé, du coup, on voit pas la différence. Et ce qui est important aussi, c'est que autant dans le film, on sait ce qui va se passer tout de suite, mais dans le jeu vidéo, est-ce que le joueur il va sauter? Est-ce qu'il va s'accroupir? Est-ce qu'il va courir simplement? Est-ce qu'il va marcher? Est-ce qu'il va s'arrêter? Tout ça, c'est des choses. Pas de côté, tout ça, ouais. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et ce qui est vachement difficile pour l'animateur, c'est que entre chacune de ces actions, il faut pas sentir une pause et on passe à la suivante. Pause, on passe à la suivante. Et donc ça, c'est toute la différence entre un animateur de film et un animateur de jeu vidéo, c'est d'arriver à caler cette espèce de différence, tous ces placements, pour que on ne sente pas, nous, joueurs, chacune des animations séparées. Oui, que la transition entre je marche et par exemple je marche et je fais une autre action, je marche et je fais une roulade, qu'on sente pas justement, que la transition soit invisible en fait.
Exactement. Et que peu importe l'action qu'on fait entre chaque type d'animation, entre chaque boucle d'animation, bah, que ce soit fluide. Voilà. Et c'est la grande difficulté de rendre ça. Et par contre, pour une personne, un animateur peut tout à fait. Techniquement, c'est la même chose. Il utilise les mêmes logiciels, les mêmes techniques d'animation, c'est la même chose. Sauf que les contraintes sont différentes. C'est-à-dire que dans le film, il faut que l'animation soit impec. Il n'y a pas de... Attention, hein. C'est absolument réaliste, que ça corresponde exactement à ce que veut le réalisateur. Et surtout, il en faut beaucoup. Parce que, voilà, on a un paquet. C'est sûr, il faut Parce anticiper. Que, voilà, 2 heures tout de film, anticiper. il faut les faire, les 2 heures. Hein. Et par contre, dans le jeu vidéo, comme c'est que plein de petits bouts d'animation qu'on arrive à caler entre elles, en quantité, il y en a moins, mais il y a ce problème de liaison entre chacune. De boucles. Exactement. Donc c'est le même métier, mais avec des applications différentes et des contraintes totalement différentes. Et c'est un beau métier. Et c'est un beau métier. Et en plus, dans les jeux vidéo, il y a des séquences qu'on appelle des cinématiques, où là, par contre, on passe justement dans le domaine du cinéma d'animation, en fait. Cinéma, voilà. Clairement. Oui, c'est exactement la même chose. Une cinématique, finalement, ça revient... C'est une cinématique, concrètement, c'est comme un film d'animation, mais sur les 15 secondes et avec le système d'image du jeu, et pas un système externe. Pas forcément toujours. Ça dépend lesquels, mais c'est vrai que... Ne parlons pas de Blizzard qui fait faire des cinématiques magnifiques et tu ouvres le jeu, c'est moche. Moi, je me rappelle des premiers World of Warcraft, hein. Voilà quoi. Les premiers Warcraft, ouais, tu veux dire. Ouais, c'était non, pas... mais même World, hein. Si tu te rappelles, la première cinématique, elle était magique, et puis tu ouvres le jeu, tu fais « Ah, mais c'est moche !» Ah oui, tu parles des... Oui, non, je croyais que tu disais l'inverse, justement. Non, t'inquiète. Non, c'est vrai que c'était très beau. Voilà. Écoute, merci pour ces précisions sur l'animateur. Après, on va pas s'étendre non plus, mais au moins, voilà, vous savez la différence qu'il y a entre les deux métiers, animateur de jeu et animateur de films d'animation. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Eh ben merci Lia pour ce Kezako. Et puis on va clôturer comme d'habitude sur la manière de nous contacter et d'avoir des infos sur ce que nous faisons, sur nos publications, etc. On a toujours le Facebook Multifocus, le Twitter, Instagram, la chaîne YouTube, je m'y remets et cet épisode sera bien évidemment sur YouTube aussi. Nous sommes également sur Deezer, sur iTunes. S'il vous plaît, mettez-nous des étoiles, même si vous aimez pas le truc, hein, mettez-nous 5 étoiles, voilà, qu'on remonte un petit peu dans les listes. Et puis donc on est sur Deezer. Je voudrais essayer d'être sur Spotify, j'arrive pas. Hein, pourtant, je leur envoie des trucs, mais je vais insister. Et puis on est depuis quelques temps également, depuis quelques jours, nous sommes sur un regroupement de podcasts. Je voulais juste en dire 2 mots sur Podcastéo. C'est un regroupement de podcasts francophones, donc il regroupe, comme son nom l'indique, pas mal en tout cas de podcasts francophones, donc ça permet de découvrir aussi. Et puis il y a une communauté bien sympathique et peut-être qu'on vous en reparlera. Et puis je vous en parle aussi parce que on fera, moi peut-être et puis peut-être d'autres, peut-être toi Lia ou Chapeau, etc. Participeront à peut-être d'autres podcasts justement puisque Podcastéo fait un podcast sur les podcasts. Non mais ça va pas, non, moi je suis pas le multifocus et puis c'est tout. Hein. Non mais voilà, ça permettra aussi de justement faire de l'interaction avec d'autres podcasts et puis de faire de la pub aussi, hein, puis de faire découvrir d'autres choses. Voilà, donc mais on vous en dira plus sur les réseaux sociaux. Voilou. C'est tout ce qu'on avait à dire. Et puis toujours pareil, le mail aussi, si vous avez des choses à nous dire aussi, que vous ne voulez que ce soit en privé, en plus de notre site internet où vous pouvez nous laisser aussi des commentaires, mais on a le mail contact@multifocus.fr. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et bien pour ce Multifocus 14.1, c'est fini.
le prochain, on va essayer que ce soit la semaine prochaine, on parlera d'un autre film. Alors là, pas du tout d'un film d'animation ou quoi, je crois que ça va être un film un peu plus compliqué, un petit peu plus noir que ça. Barjo aussi, hein. Un petit peu plus barjo, mais on ne vous en dit pas plus. Vous verrez ça la semaine prochaine. Donc toujours pareil, en relation avec le film, comment le film voyait le jeu vidéo. Voilà, merci de nous être fidèles, on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, et on vous fait des gros bisous, et on vous dit à bientôt. Gros bisous, bye bye. See ya.